Aujourd'hui, je vais couvrir le procès de Rebecca Grossman. Elle a des chefs d'accusation de meurtre. Ce procès s'est déroulé de janvier à février 2024 et il y a eu un verdict. Le procureur de la ville de Los Angeles, Ryan Gould, a décidé d'accuser Rebecca de meurtre et non de conduite dangereuse. Le jour funeste du 29 septembre 2020, Mark, 11 ans, et son petit frère Jacob, 9 ans, ont été percutés par un véhicule. Et au volant, c'était Rebecca. Cette femme de 57 ans est extrêmement riche. Elle est connue en Californie. Son mari est un chirurgien plastique renommé. Et elle est à la tête d'une fondation, une organisation pour les grands brûlés. Elle est extrêmement aimée, adorée. Et elle représente quelqu'un qui aide sa communauté. Et donc, pour se défendre, elle prendra un avocat, un ténor du barreau. Il annoncera à la presse que Rebecca Grossman n'y est pour rien, elle est innocente. Et nous, pour y voir plus clair, on va commencer dès le début, dès la mort brutale de ces deux enfants, les petits Iskander. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne Avec Malice, bienvenue. Et quant à ceux qui me suivent depuis le début, merci beaucoup. Merci, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'encourage. Donc c'est parti pour le procès de Rebecca Grossman. Le 29 septembre 2020, Los Angeles sort d'un été étouffant. Et en plus, on est aussi dans la période du début du Covid. Tout le monde commence à respirer, les commerces s'ouvrent et les bars aussi. Rebecca Grossman vit à Lost Hill. Ce sont des collines qui bordent Malibu. Elle a une vue magnifique sur la mer. Ce soir du 29 septembre 2020, elle a prévu de rencontrer Scott Erickson, qui est son amant, dans un bar, au Julio Agave Grill. Ils ont l'intention de faire l'happy hour et après, ils doivent rentrer chez elle. Elle a prévu des tacos et ils mangeront ces tacos en regardant le débat politique télévisé. Au même moment, dans le village de Westlake, qui se situe entre Malibu et Lost Hill, les collines, il y a la famille Iskander qui décide d'aller se promener le long de la mer pour longer le Pacifique et voir le coucher de soleil. Cette route qui s'appelle Triumphal Canyon Road est connue pour ça. Il y a de chaque côté des longs trottoirs où les gens se promènent. Et d'ailleurs, à cette heure-ci, vers 19 h, il y a beaucoup de passants. Et tout le monde est à l'affût du coucher de soleil. Quand ils arrivent à la marina, les parents décident de traverser pour se rapprocher des bateaux. Violette, qui a à peine 1 an, est dans les bras de son père, Karim. Zachary, qui a 5 ans, est en trottinette. Et sa mère lui tient le bras. À côté, il y a Jacob, 9 ans, qui est en patin à roulettes, et Marc, le plus grand, 11 ans, en skateboard. À ce moment de l'histoire, les parents Iskander connaissent très bien cette route. Cela fait 9 ans qu'ils vivent là et cette balade, ils la font souvent. Au moment où ils décident donc de franchir la route pour aller vers la marina, les enfants sont regroupés près de leurs parents qui regardent à droite et à gauche pour voir s'il n'y a pas de voiture. C'est quand même une route qui est importante. Il y a 2 fois 2 voies. Face à eux, c'est un passage piéton. Il n'y a pas de stop et il n'y a pas de feu. Mais qu'importe. Les parents regardent à droite et à gauche et il n'y a pas de voiture. Ils commencent à traverser. Quelques secondes après, un bruit de moteur leur parvient aux oreilles. Très fort. Nancy regarde vers la gauche et elle s'aperçoit qu'un Mercedes-Benz noir immense leur fonce dessus. Le seul réflexe qu'elle va avoir, c'est d'attraper Zachary qui est juste devant elle, alors que les 2 grands se sont avancés un peu plus. Et elle voit que la voiture noire a réussi à dévier sa route pour éviter ses 2 enfants. Et puis, elle tombe à terre. Quand elle relève la tête, elle sait qu'il y a une 2e voiture qui est passée. Une voiture blanche. Elle n'a vu que l'arrière. Et surtout, il n'y a plus ses enfants devant. Le temps que Nancy se relève, qu'elle émerge et qu'elle voit que Zachary va bien. Son mari, Karim, est en train de courir vers un attroupement parce qu'il y a du monde autour d'eux. Et en fait, c'est Jacob. Jacob a été renversé. Il est étendu au sol. Mais elle voit aussitôt que Karim commence à courir partout. Comme un fou, à droite, à gauche. Ils cherchent Marc. Ils ne savent pas où est Marc. Quand la police va arriver, Marc va être retrouvé à plus de 100 mètres du point d'impact, sur la route. Il est décédé sur le coup. L'ambulance, elle, s'occupe directement de Jacob. Et il a un pouls. Il est amené en urgence à l'hôpital de Los Robles, près de Westlake. Les policiers commencent à s'organiser. Certains prennent le témoignage de tous les témoins qui étaient sur place. D'autres se chargent de geler la scène où il y a eu l'impact, l'accident. Il y a des débris au sol, mais c'est tout.
Un policier, Raphaël Mehra, décide lui de marcher dans la direction où les voitures ont continué. Il cherche s'il y a des traces de freinage ou alors tout simplement des débris au sol. Il marche jusqu'à 400 mètres, jusqu'à ce qu'il voie au loin une Mercedes blanche arrêtée sur le bas-côté. Il s'aperçoit que les airbags sont déclenchés. Il se rend compte qu'elle a l'avant enfoncé. Il y a une femme qui est là, debout, il va la voir. Et c'est Rebecca Grossman. Tout en parlant avec elle, il se rendra compte aussi qu'il y a du sang sur le radiateur. Et aussi que l'aile côté passager est enfoncée. L'officier Raphaël Mehra connaît très bien Rebecca Grossman. Il sait à qui il a affaire. Et celle-ci commence à lui parler. Elle lui dit qu'elle ne sait pas pourquoi ses airbags se sont déclenchés et surtout pourquoi sa voiture s'est arrêtée. Le policier lui explique que sur ces Mercedes-Benz, il y a un système de sécurité qui fait que quand les airbags se déclenchent, la voiture, le moteur arrête de tourner. Elle lui dit alors qu'elle a dû percuter quelque chose pour que les airbags se déclenchent. Le policier lui dit que oui, quelques mètres plus loin, il y a eu un accident et 2 enfants ont été blessés. Elle lui explique alors qu'elle est à la tête d'une fondation, un hôpital pour les grands brûlés, et que son mari, Peter Grossman, lui est chirurgien réparateur. Il peut tout réparer. Il va s'occuper des enfants sans aucun problème. Le policier lui demande alors si elle a bu, et elle explique qu'elle a bu juste un cocktail avec un ami. Il voudrait faire un test de sobriété, mais elle refuse, elle ne veut pas. Il arrivera à la convaincre en lui disant que sinon il va l'amener à l'hôpital et là il va avoir une injonction pour pouvoir faire une prise de sang. Pour éviter la prise de sang, elle souffle dans l'éthylomètre. Elle se retrouve à 0,076. En Californie, le maximum légal c'est 0,08. Mais comme elle est à la limite et que le policier lui trouve qu'elle réagit bizarrement, elle est agitée. Elle n'est pas contente et elle le fait savoir. Elle voudrait qu'on la laisse repartir chez elle. Elle a un rendez-vous, elle a un ami qui l'attend. Et elle ne comprend pas pourquoi il ne la laisse pas partir. Elle ne comprend pas. Il décide quand même de demander un mandat et d'aller faire une prise de sang. Pour la police, c'est une affaire déjà très sérieuse. Et Jacob, qui est amené à l'hôpital, est déclaré mort quelques heures après. Les policiers vont trouver 3 témoins très importants, en plus du témoignage de la mère. Les 3 vont dire pratiquement la même chose. La Mercedes noire a réussi à dévier sa route et à éviter les enfants qui étaient sur le passage clouté. Et par contre, la voiture qui était derrière, la Mercedes blanche qui était très très près de la voiture noire, elle, quand il a dévié, elle s'est retrouvée face aux 2 enfants qui traversaient la route. Et donc pour les témoins, il n'y a aucun doute, c'est la voiture blanche qui a percuté les enfants. Pour eux, ces 2 Mercedes-Benz, ils étaient en train de faire la course. Ils essayaient de se doubler. Quant à Karim, le père, il n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il n'arrive pas à s'en rappeler. Pour lui, c'est un trou noir. Il n'a pas compris. Et alors que Rebecca Grossman est détenue à l'hôpital en attendant les résultats de sa prise de sang, le procureur décide de la mettre en état d'arrestation pour conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Elle est mise dans le centre correctionnel pour femmes de Calabassa. Mais elle ne va pas y rester longtemps. Après une audience avec le juge, son avocat demandera à ce qu'elle soit libérée sous caution. Et pour 2 millions, la voilà libre jusqu'à son procès. La famille Grossman est très connue dans la région. Peter et Rebecca sont ensemble depuis 2000. Le mari, donc comme je disais, est très réputé. Et Rebecca, elle, est connue comme une femme très intelligente et très gentille. Elle est à la tête d'une fondation, un hôpital de grands brûlés. Et aussi, elle fait énormément de galas de charité. Elle recueille beaucoup d'argent pour la communauté, pour les gens qui en ont besoin. Elle est connue, admirée, respectée. Elle a aussi des parts dans des sociétés de médias. Et ça va être important pour la suite. Parce que cette histoire ne va pas être médiatisée du tout. Aucun média ne va la reprendre, à part 2 chaînes de télévision de Los Angeles. Mais sinon, pratiquement personne n'en entendra parler. Dès qu'elle est libérée, Rebecca et Peter, son mari, engagent un ténor du barreau. Ils vont le chercher jusqu'au Texas. Tony Bugsby. C'est un bulldog. Tony Bugsby est très agressif dans sa défense. Et dès le début, il va demander et il ne va pas arrêter de faire des recours pour contrôler l'image de Rebecca Grossman. Résultat, quelque chose qui est public comme un mugshot ne sera pas diffusé au public. Tout ce qui a trait à Rebecca va être enlevé. Et Dieu sait qu'il faut avoir du pouvoir
pour que ce ne soit pas publié. La famille Grossman et Tony Bixby vont réussir à faire que le procès ne soit pas public. Il n'y aura hélas pas de vidéo du procès. Et Tony Bixby et Rebecca feront tout aussi pour ralentir les démarches. Pour eux, il n'est pas très important d'aller très vite au procès. Elle est en liberté, ils préfèrent attendre. Une fois, il y aura une audience où il faut imaginer quand même que toute la famille Iskander est là. Ils attendent. Mais elle ne se présentera pas. Rebecca ne viendra même pas. Le juge, en colère parce que c'est pas la première fois, demandera à ce que la police aille la chercher. Et d'ailleurs, pour moi, je trouve ça vraiment bizarre en fait qu'il y ait eu une caution, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut fuir le pays, c'est Rebecca Grossman. Elle a énormément d'argent, elle a des maisons ailleurs, mais bon, elle a réussi à avoir quand même une caution, alors qu'il y a eu 2 morts. Son avocat va tout faire pour propager des rumeurs, parce que à ce moment-là, en fait, ce ne sont que des rumeurs. Tony Bixby n'a pas besoin de prouver que ce qu'il dit est vrai. La deuxième chose qu'il va essayer de dire aussi, c'est que ce n'est pas elle qui a tué ces 2 enfants. C'est la première voiture. Et la première voiture, c'est donc Scott Erickson qui la conduisait. Parce que c'est avec lui, avec son amant, qu'elle faisait la course pour rentrer chez elle. Tony Bixby dira aussi que ce n'était pas son amant, Scott Erickson. Le mari savait qu'elle était avec Scott Erickson et ça ne le dérangeait pas. En fait, ils étaient séparés et ils vivaient sous le même toit. Ils ne l'avaient pas dit aux enfants, mais en fait, les 2 avaient le droit d'aller voir ailleurs. Et il faut savoir une chose, c'est que le mari sera toujours à ses côtés, tout le temps. Et la dernière chose, la cerise sur le gâteau, c'est que Tony Bixby n'arrête pas de dire aux journalistes qu'ils ont un témoin qui va innocenter complètement Rebecca Grossman. Il rappelle aussi à tous que le taux d'alcoolémie de Rebecca est à la limite de la légalité. Il n'est pas illégal. Il n'oublie pas d'ajouter que la police a fait une enquête médiocre et le temps passe jusqu'en janvier 2024 où le procès commence. Enfin. Pendant ce temps-là, Scott Erickson lui aussi va faire face à la justice. Scott Erickson aussi, c'est une personne qui est connue. C'est un ancien lanceur de baseball. Il faisait partie de l'équipe des Dodgers, l'équipe de Los Angeles. Les policiers, le premier jour, ils vont l'appeler. Ils vont lui demander ce qui s'est passé. Scott Erickson va toujours collaborer avec la police. Et ils vont prélever les 2 boîtes noires des 2 Mercedes de Scott. Il en a une de 2008 qu'il utilise tout le temps et une de 2016 qu'il utilise maintenant pour son travail. Et il dira que ce soir-là, il avait celle de 2008. Dans tous les cas, les policiers vont enquêter. Ils se rendront compte qu'il avait bien la voiture de 2008 et que ce soir-là, à 19h10, au moment de l'impact, il roulait à 130 km/h dans une zone résidentielle où le maximum c'est 80 km/h. Scott Erickson demandera à faire un accord avec le procureur pour excès de vitesse. Il devra payer une grosse amende et donner des cours dans les lycées. Mais dans la boîte noire de Scott Erickson, rien n'indique qu'il y a eu un impact. Et ça c'est important parce que lors du procès de Rebecca, le procureur ne peut pas parler de l'accord qu'il y a eu avec Scott Erickson. Et durant ces 3 années, les charges contre Rebecca Grossman ont changé. Elle n'est pas accusée de conduite dangereuse, mais elle a 5 chefs d'accusation. Elle a 2 chefs d'accusation pour meurtre au second degré, pour négligence et conduite dangereuse pour chaque enfant, et aussi fuite puisqu'elle a essayé de fuir après l'accident. Elle ne s'est pas arrêtée, disons, par elle-même. C'est le système de sécurité de Mercedes qui l'a arrêtée. Comme dans tout procès, c'est le procureur, qui est Ryan Gould et qui représente l'État et la victime, qui commence avec ses preuves. Eux, ils doivent prouver la culpabilité de Rebecca. Et la défense, elle, a pour but de semer le doute. Et je peux vous dire que Tony Bixby, il est prêt. Car dès le début du procès, l'avocat de la défense va exposer son point de vue. Pour eux, c'est Scott Erickson qui a percuté les enfants, qui ont été dans les airs et sont retombés sur le capot de la voiture de Rebecca. Et c'est pour ça qu'il y a ces marques. Et donc leur cliente est innocente. C'est Scott Erickson qui aurait dû être à sa place, sur le banc des accusés. Ryan Gould et son équipe ont beaucoup de preuves. Les premières, ce sont les 3 témoins qu'ils ont, c'est-à-dire les piétons qui étaient sur le bord de la route, et aussi Nancy Iskander, la maman. Elle a vu que la voiture noire, la Mercedes noire, a réussi à éviter ses enfants.
Mais par contre, elle n'a pas vu le choc de la voiture blanche avec ses enfants. Après les témoins, Ryan Gould arrive avec les analyses. Les gouttelettes de sang qu'il y avait sur le radiateur de la Mercedes de Rebecca appartiennent bien aux enfants. Et puis après, il y a les analyses de sang que Rebecca a fait 3 heures après l'impact, qui montre qu'elle est à 0,08. C'est-à-dire que le taux d'alcool dans son sang continuait d'augmenter. Mais il découvre autre chose. Dans son sang, il y a une grande quantité de Valium. Alors ce médicament, c'est très puissant. Le Valium est un benzodiazépine. Il est là pour lutter contre l'anxiété, mais aussi c'est un hypnotique, un sédatif. Il endort énormément. Donc elle était à la limite au niveau de l'alcool, à la limite légale, mais ça joue quand même sur le corps, associé avec du Valium. Et Ryan Gould ajoute aussi, associé à la vitesse. Et pour cela, il appelle un expert qui lui a regardé et étudié les données de la boîte noire du véhicule de Rebecca. La première chose qu'il note, c'est que avant un freinage extrême, la voiture de Rebecca roulait à 130 km/h. Elle a freiné 2 secondes et demie avant un impact. Au moment de l'impact, elle était à 117 km/h. Et quelques millièmes de seconde après, il y a eu un deuxième impact enregistré par la boîte noire. Après ça, les airbags se sont déclenchés et elle a mis 400 mètres pour s'arrêter complètement. Et il ajoute que, avec ces données mathématiques et scientifiques, en calculant le poids de sa voiture à Rebecca et la hauteur de Mark, les impacts correspondent. Et ils correspondent aussi avec les conclusions du médecin légiste. Le Dr Matthew Miller, qui a fait l'autopsie des 2 enfants, explique qu'il n'y a eu qu'un seul traumatisme, qui soit percuté par la voiture noire et qui soit ensuite tombé sur la voiture blanche. Ça, pour lui, c'est impossible. Les 2 enfants ont toutes les blessures du côté droit. Il annonce aussi que les enfants sont morts sur le coup, instantanément. Même si Jacob avait encore un pouls, il n'était plus là. Quand le médecin légiste vient à la barre, dès le début, Nancy va commencer à pleurer. Et le juge lui demandera de sortir, ce qu'elle fera accompagnée par son mari. Pour eux, c'est insoutenable. Tony Busby, l'avocat de la défense, ne sera pas content, parce qu'il trouve que le juge leur a demandé de sortir un peu tard. Et cela a pu choquer ou même influencer les jurés. Cette remarque, même si elle a l'air dure, cela prépare pour un appel. L'émotion s'est mêlée au constat de l'autopsie. Les jurés maintenant ne sont plus neutres. Les policiers en scène de crime qui ont analysé tous les débris qu'il y avait par terre n'ont trouvé que des pièces appartenant à la Mercedes blanche. Pour eux, il n'y a eu qu'une seule voiture qui a percuté ces enfants. Il n'y a eu qu'une seule voiture qui a eu des dommages. Le dernier témoin que Ryan Gould appellera à la barre, c'est le policier Raphaël Mera, qui explique le comportement de Rebecca au moment où il est arrivé vers elle après l'accident. Il y a beaucoup de choses qui l'ont choqué, comme le fait qu'elle voulait qu'il la laisse partir, rentrer chez elle, alors qu'il lui avait expliqué l'importance des actes qui venaient de se passer. Le fait aussi qu'elle a dit que si sa voiture ne s'était pas arrêtée, elle aurait continué, elle serait allée jusqu'à chez elle. Le fait d'avoir percuté quelque chose ne l'inquiétait pas. Après ça, le procureur va expliquer qui est Rebecca Grossman. Et il y a un point très important, c'est qu'elle a déjà été arrêtée 4 fois dans les 10 dernières années pour excès de vitesse. Rebecca Grossman, à chaque fois qu'elle a été arrêtée, elle a eu une amende et elle n'était pas contente. Quelques mois avant l'accident, elle a été obligée d'aller suivre des cours pour ne pas conduire vite, pour faire attention. Et donc pour le procureur, elle ne peut pas être étonnée d'avoir tué quelqu'un alors qu'elle allait vite, qu'elle était limite au niveau de l'alcool et qu'elle avait du Valium dans le sang. Et donc pour lui, ça c'est un meurtre, ce n'est pas une conduite dangereuse. Quand c'est au tour de Tony Bugsy et de son équipe, ils ont beaucoup de choses à dire. Ils ont apparemment un témoin que le procureur voulait cacher à tout le monde. Et donc ils vont le sortir, ce témoin. C'est Alexis, la fille de Rebecca. Alexis avait 16 ans au moment des faits. Elle en a 19 pendant le procès. Elle explique que le soir de l'accident, elle avait commandé une pizza et elle est partie de sa maison de la colline jusqu'à Westlake pour aller chercher la pizza. Là, elle s'est rendue compte sur Triunfo Canyon qu'il y avait eu un accident. Et elle a vu sa mère en train de parler aux policiers.
Mais elle n'a pas vu que ça. Elle a vu qu'il y avait un homme dans les buissons, qu'elle a reconnu. Et c'était Erickson Scott. Et alors qu'elle le regardait dans les buissons, elle explique que leurs regards se sont croisés. Scott a vu que Alexis l'avait aperçu dans les buissons, en train de se cacher de tout le monde, parce que personne d'autre l'a vu. Quelques minutes après, alors qu'elle était chez elle avec sa pizza, Scott Erickson serait venu, il a frappé à la porte, elle a ouvert, et là il lui a demandé pourquoi sa mère n'était pas arrivée. Elle explique qu'il y a eu un accident, mais tous les deux le savent, selon elle. Et là, il l'aurait menacée à elle et à sa famille si elle disait qu'il s'était caché dans les buissons. Et ça, c'est le témoin surprise. Je trouve ça en fait un peu fantaisiste. Mais continuons avec Tony Bugsby qui ne lâche rien et qui a réponse à tout. Donc Tony Bugsby continue, c'est Scott Peterson qui a percuté les enfants, il s'est arrêté, il s'est caché dans un buisson, il s'est ensuite rendu chez Rebecca, là il a menacé tout le monde. Puis il est rentré chez lui, il a fait réparer la voiture, il a eu le temps, ce qui est vrai puisque les policiers n'ont saisi la voiture que plus de 24 heures après. Et puis pour l'avocat, ils ont saisi la voiture mais ils n'ont pas saisi la bonne voiture. Scott Erickson avait la voiture de 2016 et non la voiture de 2008. Il leur a menti, ils n'ont pas pris la bonne voiture. Les policiers sont allés trop vite et ont fait une très mauvaise enquête. Ils ont oublié d'enquêter sur Scott Erickson et résultat, Rebecca est toute seule à prendre le blâme. Et puis après, ils n'hésitent pas à dire aussi que c'est pas la faute de Rebecca, c'est la faute du croisement. Parce que c'est une route où on peut aller à 80 km/h et qu'il n'y a qu'un seul passage piéton. Il n'y a pas de stop, il n'y a pas de feu. D'ailleurs, même la famille Iskander, Nancy et Karim, après le décès de leur enfant, ont porté plainte contre la ville. La ville qui maintenant est en train de les représenter. Donc Tony Bugsby insinue par là aux jurés que la famille Iskander porte plainte contre tout le monde. L'avocat de la défense n'appellera pas sa cliente à la barre. Pendant le procès, elle ne viendra pas témoigner. Ils n'ont pas appelé non plus Scott Erickson. Ils auraient pu le faire venir à la barre, puisque c'est lui, selon eux, qui a quand même tué les deux petits. Avec tout ça en tête, les jurés vont partir délibérer 9 heures. Et quand ils reviennent, ils trouvent Rebecca Grossman coupable. Pour eux, il n'y a pas de doute que c'est la Mercedes blanche qui a percuté les deux enfants. Et surtout, ils confirment le fait que ce n'est pas une simple conduite dangereuse. C'est un meurtre. Elle savait qu'avec sa voiture, elle pouvait tuer quelqu'un. Mais cela ne l'a pas empêchée de boire un peu d'alcool, de prendre du Valium et de décider de faire une course-poursuite. À la sortie du tribunal, les parents Iskander seront soulagés. Déjà parce que c'est la fin du procès et que c'était extrêmement pénible pour eux. Mais aussi, ils commençaient à douter du système de justice du pays dans lequel ils vivent. Le père Karim sera déçu par l'attitude de Rebecca Grossman pendant tout le procès. Il espérait, il aurait aimé des excuses pour être apaisé. Mais en fait, face à lui, il a eu une femme tout le temps énervée, tout le temps en colère. Et rien n'était de sa faute. La famille Iskander portera plainte contre Rebecca Grossman au civil pour avoir un dédommagement financier. Et je trouve ça correct. C'est normal en fait. Et cet argent, ils en auront besoin pour les deux autres. Quant à Rebecca, début mars, elle a appelé son mari de la prison pour qu'il force Scott Erickson donc à faire une vidéo disant qu'il est coupable. Parce que elle a des enfants et pas lui. Son mari au téléphone lui dira qu'il ne faut pas qu'elle parle. Elle est enregistrée. Quelques jours après, un détective, un homme, est allé voir 3 jurés chez eux et leur a demandé de revenir sur leur vote et donc de trouver Rebecca non coupable. Ces 3 jurés se sont plaints au juge. Fin avril, il y aura l'audience de la sentence pour Rebecca. Elle risque 34 ans de prison. 2 ans pour avoir fui les lieux de l'accident, 2 ans pour avoir malmené les policiers lors de l'arrestation et 15 ans pour chaque enfant pour meurtre. Si elle avait fait un accord ou si elle avait été moins belliqueuse, elle aurait eu une peine de 20 ans de prison. Et quant à mon avis, je vais le faire vite, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Pour moi, Rebecca est une personne immature et très narcissique. Pendant des années, elle a été adulée, adorée, parce qu'elle était généreuse,
en fait, parce qu'elle avait beaucoup d'argent et qu'elle aimait le pouvoir que cela lui a mené. Parce qu'à partir du moment où elle est redevable par rapport à ses actes, elle est incapable de donner quoi que ce soit. Rebecca se croit au-dessus des autres, au-dessus des lois. Elle ne comprend pas comment une femme comme elle, dans sa position, peut être punie. Elle a accusé tout le monde. Scott Erickson, la ville, mais elle n'a aucune responsabilité. En fait, elle se positionne comme une victime. Mais pourtant, la victime, c'était Marc et Jacob, qui, eux, n'avaient rien demandé. Ils voulaient juste se balader. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié cheminer dans ce procès, le procès de Rebecca Grossman. Et cela montre aussi à quel point c'est difficile pour les jurés de faire la part des choses. J'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!